Fratelli Tutti du pape François, le pouvoir international numéro 170. Je me permets de répéter que la crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le monde. Pire, les réelles stratégies développées ultérieurement dans le monde semblent avoir visé plus d'individualisme, plus de désintégration, plus de liberté pour les vrais puissants qui trouvent toujours la manière de s'en sortir indemnes. Je voudrais souligner que donner à chacun ce qui lui revient en suivant la définition classique de la justice signifie qu'aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout-puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits des autres personnes physiques ou de leurs regroupements sociaux. La distribution de fait du pouvoir, surtout politique, économique, de défense, technologique, entre une pluralité de sujets, ainsi que la création d'un système juridique de régulation des prétentions et des intérêts, concrétise la limitation du pouvoir. Le panorama mondial aujourd'hui nous présente cependant beaucoup de faux droits et à la fois de grands secteurs démunis, victimes plutôt d'un mauvais exercice du pouvoir. Le XXIe siècle est le théâtre d'un affaiblissement du pouvoir des États nationaux, surtout parce que la dimension économique et financière de caractère transnational tend à prédominer sur la politique. Dans ce contexte, la maturation d'institutions internationales devient indispensable, qui doivent être plus fortes et efficacement organisées avec des autorités désignées équitablement par accord entre les gouvernements nationaux et dotées de pouvoirs pour sanctionner. Lorsqu'on parle de la possibilité d'une forme d'autorité mondiale régulée par le droit, il ne faut pas nécessairement penser à une autorité personnelle. Toutefois, on devrait au moins inclure la création d'organisations mondiales plus efficaces, dotées d'autorités pour assurer le bien commun mondial, l'éradication de la faim et de la misère, ainsi qu'une réelle défense des droits humains fondamentaux. Dans ce sens, je rappelle qu'il faut une réforme de l'Organisation des Nations Unies, comme celle de l'architecture économique et financière internationale, en vue de donner une réalité concrète au concept de famille des nations. Sans doute cela suppose des limites juridiques précises pour éviter que cette autorité ne soit cooptée par quelques pays et en même temps pour empêcher des impositions culturelles ou la violation des libertés fondamentales des nations les plus faibles à cause de différences idéologiques. En effet, la communauté internationale est une communauté juridique fondée sur la souveraineté de chaque État membre, sans lien de subordination qui nie ou limite son indépendance. Mais le travail des Nations Unies à partir des postulats du préambule et des premiers articles de sa charte constitutionnelle peut être considéré comme le développement et la promotion de la primauté du droit, étant entendu que la justice est une condition indispensable pour atteindre l'idéal de la fraternité universelle. Il faut assurer l'incontestable état de droit et le recours inlassable à la négociation, aux bons offices et à l'arbitrage, comme proposé par la Charte des Nations Unies, vraie norme juridique fondamentale. Il est à éviter que cette organisation soit délégitimée, parce que ces problèmes ou ces insuffisances peuvent être affrontés ou résolus dans la concertation. Il faut du courage et de la générosité pour établir librement certains objectifs communs et assurer le respect dans le monde entier de certaines normes fondamentales.
Afin que cela soit réellement utile, on doit observer l'exigence de respecter les engagements souscrits, pacta sunt servanda, de telle sorte qu'on évite la tentation de recourir au droit de la force plutôt qu'à la force du droit. Cela exige une consolidation des instruments normatifs pour la solution pacifique des controverses qui doivent être repensés de façon à renforcer leur portée et leur caractère obligatoire. Parmi ces instruments juridiques, les accords multilatéraux entre les États doivent avoir une place de choix car ils garantissent mieux que les accords bilatéraux la sauvegarde d'un bien commun réellement universel et la protection des États les plus faibles. Grâce à Dieu, beaucoup de regroupements et d'organisations de la société civile aident à pallier les faiblesses de la communauté internationale, son manque de coordination dans des situations complexes, son manque de vigilance en ce qui concerne les droits humains fondamentaux et les situations très critiques de certains groupes. Ainsi, le principe de subsidiarité devient une réalité concrète, garantissant la participation et l'action des communautés et des organisations de rang inférieur qui complètent l'action de l'État. Très souvent, elles accomplissent des efforts admirables en pensant au bien commun, et certains de leurs membres arrivent à réaliser des gestes vraiment héroïques qui révèlent la beauté dont notre humanité est encore capable. Une charité sociale et politique. Pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd'hui un vilain mot, et on ne peut pas ignorer qu'à la base de ce fait, il y a souvent les erreurs, la corruption, l'inefficacité de certains hommes politiques. À cela s'ajoutent les stratégies qui cherchent à affaiblir la politique, à la remplacer par l'économie ou la soumettre à quelque idéologie. Mais le monde peut-il fonctionner sans la politique ? Peut-il y avoir un chemin approprié vers la fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne politique ? La politique appropriée. Je me permets d'insister à nouveau sur le fait que la politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au paradigme d'efficacité de la technocratie. Même s'il faut rejeter le mauvais usage du pouvoir, la corruption, la violation des lois et l'inefficacité, on ne peut pas justifier une économie sans politique qui serait incapable de promouvoir une autre logique qui régisse les divers aspects de la crise actuelle. Tout au contraire, nous avons besoin d'une politique au vu large qui suive une approche globale en intégrant dans un dialogue interdisciplinaire les divers aspects de la crise. Je pense à une scène politique capable de réformer les institutions, de les coordonner et de les doter de meilleures pratiques qui permettent de vaincre les pressions et les inerties vicieuses. On ne peut pas demander cela à l'économie ni accepter qu'elle s'empare du pouvoir réel de l'État. Face à tant de formes mesquines de politique et à courte vue, je rappelle que la grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Il est très difficile pour le pouvoir politique d'assumer ce devoir dans un projet de nation, et encore davantage dans un projet commun pour l'humanité présente et future. Penser à ceux qui viendront ne sert pas aux objectifs électoraux, mais c'est ce qu'une justice authentique exige, parce que, comme l'ont enseigné les évêques du Portugal, la terre est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. Sur le plan mondial, la société a de sérieux défauts structurels qu'on ne résout pas avec des rapiècements ou des solutions rapides purement occasionnelles.
Certaines choses sont à changer grâce à des révisions de fond et des transformations importantes. Seule une politique saine sera à même de les conduire en engageant les secteurs les plus divers et les connaissances les plus variées. De cette manière, une économie intégrée dans un projet politique, social, culturel et populaire visant le bien commun peut ouvrir le chemin à différentes opportunités qui n'impliquent pas d'arrêter la créativité de l'homme et son rêve de progrès, mais d'orienter cette énergie vers des voies nouvelles.